Les effets du genre chez les professionnels du ski, entre illusions et facteurs d'innovation. Une conférence de Fabienne Gillonnier à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix-Mont-Blanc. Donc je tenais tout d'abord à remercier l'ENSA de m'avoir invité à cette conférence. Ça fait effectivement une quinzaine d'années que je travaille sur ces thématiques et je suis déjà rentrée dans le temple de l'ENSA plusieurs fois pour être à l'écoute de diverses conférences, et je suis également issue du Sérail puisque je suis moi-même diplômée d'État, monitrice de ski, et donc j'ai vécu le cursus que traversent aujourd'hui les jeunes. Voilà, donc je vous remercie sincèrement parce que c'est une thématique qu'on n'aborde pas beaucoup dans ce lieu, mais je vous rassure, dans d'autres lieux non plus. Donc voilà. La question du genre, c'est quoi? C'est une question qui m'a interpellée tôt, parce que dans mon activité professionnelle, quand je suis rentrée en STAPS, alors ça me fait rire parce que j'ai une étudiante qui est là, mais qui était en STAPS à Chambéry il y a 20 ans. Donc j'étais responsable de la spécialité ski alpin. Et puis au bout d'une année, je me suis dit non, je ne peux pas continuer à soutenir cette spécialité-là parce que je n'ai pas de légitimité. Et donc j'ai commencé à questionner pourquoi je n'étais pas légitime à être sur cette mission-là. Et donc j'ai questionné l'impact du genre donc de ce qui va venir parler de ce qui fait femme ou de ce qui fait homme dans notre société. Voilà. Donc c'est là où j'ai ouvert la boîte du genre pour commencer à travailler sur cette thématique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un travail de thèse? C'est un travail qui se veut scientifique, qui pose des problèmes et qui va tenter de répondre à ces problèmes. Un travail scientifique, c'est-à-dire que moi je suis dans une thèse de sciences humaines et sociales, je vais essayer d'apporter la preuve de l'idée et de ce que j'avance. Donc un travail de preuve, c'est un travail long et fastidieux qui va aller chercher, qui va aller dépoussiérer dans les faits, dans les événements, tout ce qui va pouvoir cautionner et nourrir la thématique sur laquelle j'ai pu travailler. Donc simplement, je vous invite déjà à regarder la petite affiche là, que j'ai trouvée super, et je remercie Clémentine de m'avoir inséré cette petite médaille. C'est la médaille de la monitrice d'enfants, que je ne connaissais pas, donc merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pouvez voir sur cette petite médaille là? Qu'est-ce que vous pouvez constater? Ouais, d'abord c'est la monitrice d'enfants, c'est pas le moniteur d'enfants. Ouais. Et puis regardez ici là, vous voyez pas, j'avais pas remarqué. Hein. Et lui mon casque, ouais. Ouais. Voilà, elle a un seul ski. Autre chose vers vous, non? Et puis ça c'est le moniteur national. Voilà. Donc on voit effectivement là déjà qu'il y a des choses qui se déclinent rien que dans ces deux médailles là. Alors bon, quand on travaille, on va aller chercher, on enquête, hein, finalement quand on est un scientifique on enquête. Donc on va aller chercher toutes les petits indices dans les affiches, sur tous les supports qui vont nous permettre d'apporter des preuves. Donc c'est quoi nos supports? Par exemple là c'est un corpus constitué des listings des diplômés de l'École nationale de ski depuis 1933. Donc on a effectivement ce cahier là qui reste unique, c'est le seul. Il est là-haut. Il est là-haut là, dans un tiroir, dans un bureau. Il est caché. Voilà, c'est une pièce de musée, on va dire, hein, qu'il faut vraiment conserver avec beaucoup de soin. Parce que l'ENSA a subi effectivement des inondations, donc toutes les archives ont été perdues, quoi. On n'a plus d'outils pour travailler sur cette institution. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme archives possibles? Toutes les cartes professionnelles, donc les données chiffrées du Syndicat national des moniteurs sur lesquelles j'ai pu travailler. 26 entretiens biographiques semi-directifs auprès de monitrices enfants, monitrices femmes, et les dernières et les premières monitrices, j'ai eu la chance de pouvoir les interviewer, dont Olga Chapaz, décédée il y a quelques années, mais cette année ou l'année dernière? Ah, elle n'est pas décédée, excusez-moi. Donc, qui est encore parmi nous. Voilà, excusez-moi. Je me suis affreusement trompée. Donc, née en 1922 et qui a été une des premières femmes monitrices de ski.
à l'époque où les femmes n'avaient pas la possibilité de travailler dans les écoles de ski. Marie-Louise, Ravotte, Christiane, Barou Michel, Issana Smith. J'ai aussi interrogé, questionné, interviewé des hommes parce que c'était aussi intéressant d'avoir leur point de vue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils sur lesquels j'ai pu travailler? Les mementos, parce que les mementos, c'est aussi une mémoire de qu'est-ce que, comment le moniteur de ski il avance dans son cursus depuis le tout départ. Et là, je remercie Céline, parce que il y a 10 ans, je l'avais interviewée justement sur comment faire évoluer les mémoires au regard de ce que je décrirai plus tard, de la place des femmes justement dans ces mementos. Différentes revues aussi, et puis aussi il y a des supports intéressants, c'est les films de l'INA, où il y a effectivement des films sur les jardinières d'enfants et puis les femmes monitrices. Voilà, donc ça c'est un travail initié en tant que doctorante, et c'est là-dessus, c'est ces travaux-là que je vais vous présenter. Donc l'idée c'est de chercher à établir finalement la sexuation des pratiques et du métier, c'est-à-dire comment les femmes s'intègrent petit à petit dans ce travail. Alors, je reviens un petit peu sur les questions que je me suis posées. D'abord, j'utilise un outil pour travailler, c'est le concept de genre. Alors, c'est quoi le concept de genre? C'est un outil conceptuel, c'est une façon de penser les choses qui va permettre d'interroger le système social. C'est-à-dire que là, on est des hommes et des femmes dans cet amphithéâtre, et finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va être catégorisé dans l'une ou l'autre des assignations? Notre sexe, certes, biologique, mais beaucoup d'autres choses. Et c'est ce dont on va parler. Donc le système social est interrogé par le concept de genre, et le système social, c'est le système social de différenciation et d'hiérarchisation des deux catégories. Donc une catégorie femme et une catégorie homme. Et cette bicatégorisation est au fond relativement arbitraire par rapport au continuum des caractéristiques sexuelles des êtres humains. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup plus de diversité dans la déclinaison de ce que nous sommes en tant qu'hommes et femmes que deux catégories. Voilà. Donc ça, le concept de genre va aller effectivement questionner ça. Alors il y a la division sexuée du travail également qui fait partie du concept initial qui nous permet de penser, et puis les travaux justement sur cette division sexuée du travail. Donc je reviens un petit peu sur le travail de Maruani qui dit que finalement les femmes ont toujours travaillé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais qu'elles sont assignées à beaucoup moins de métiers que les hommes, globalement. Et ça depuis, on va dire, le 18e, 19e, 20e siècle. Elles sont massées dans 5 professions au 19e siècle, alors que les hommes, pour qu'il y ait 80% d'hommes, ils vont être à 20 métiers pour être effectivement représentés à 80%. Un troisième concept qui va nous intéresser plus particulièrement pour observer ces métiers, c'est la professionnalisation et plus particulièrement les approches interactionnistes de la sociologie des professions. Alors qu'est-ce qu'elles disent, ces approches interactionnistes? Elles s'intéressent à dire que les groupes professionnels existent lorsque les membres d'un même groupe de travail vont commencer à s'auto-organiser. Et pourquoi ils vont s'organiser? Pour défendre leur territoire et se défendre de la concurrence. Donc là, ils vont commencer à installer, pour pouvoir continuer à exister et à défendre leur espace professionnel, des rhétoriques professionnelles et des protections légales. Donc là, je pense que dans le cas du monitorat de ski, on est vraiment sur ce mécanisme de défense de son espace et de son territoire, par le biais des diplômes, entre autres, et puis de la réglementation de la profession. Je vous rappelle effectivement le cas des moniteurs italiens qui sont arrivés à une cinquantaine à Courchevel, où là, il y avait effectivement des contrôles de fait pour pouvoir effectivement voir s'ils étaient dans des bons dispositifs pour pouvoir travailler. Donc on a des mécanismes effectivement qui vont venir protéger cette protection, et je pense qu'à partir de là, on peut commencer à comprendre le rouage et le rôle entre le concept de genre
et tout ce que vous vivez au quotidien, là je pense aux stagiaires, la nature même de la formation que vous êtes en train de traverser, par exemple. Alors, il y a des questions qui émergent. Quelle division sexuée du travail se met en place dans les écoles de ski? Est-ce que les hommes et les femmes font exactement les mêmes tâches? Encore, ça, effectivement, encore aujourd'hui, on peut se poser ces questions-là. Peut-on parler d'une balance différentielle du travail des hommes et des femmes? C'est-à-dire, est-ce que les femmes sont mieux payées, moins bien payées que les hommes dans une école de ski? Peut-on évoquer des fonctions de maternité symboliques? Ça, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de métiers, c'est-à-dire que lorsque les femmes rentrent, par exemple, dans une profession occupée essentiellement par des hommes, elles vont occuper certaines tâches. La pédiatrie, par exemple, en médecine, et puis la neurochirurgie sera réservée aux chirurgiens. Elles vont occuper les postes de médecins généralistes, par exemple. Donc, on va avoir systématiquement des rôles qui vont leur être assignés. Quelles sont les productions idéologiques qui permettent que les rapports de domination soient euphémisés, invisibilisés et acceptés? Ça, c'est également une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que dans l'ensemble des métiers, on va avoir une neutralisation de ces effets de domination? Ça va être sous couvert de... Voilà, ça c'est des questions aussi qu'on peut amener à se poser dans ce style de travail. Alors, donc ce système de genre protège-t-il la profession de la concurrence? Alors, voilà, là j'ai ouvert un peu le sujet là, par cette revue de questions. Et là, le focus, la problématique vraiment sur laquelle je vais essayer de donner une réponse, c'est l'analyse genrée du métier à partir des deux piliers de la profession, c'est-à-dire les diplômes et les missions. Et je vais essayer de vous faire comprendre l'accessibilité des métiers, des femmes au métier de moniteur de ski, et de saisir finalement les conditions de maintien, de construction, de déconstruction de l'ordre du genre dans la profession. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, j'espère que vous avez à me suivre. Si vous ne comprenez vraiment pas, vous me faites un petit signe et je reviendrai auprès de vous. Une fois toutes ces données travaillées, observées, analysées, qu'est-ce que j'ai pu identifier comme type de périodisation? Eh bien, une première période finalement, de 1932 à 1952, où finalement les femmes sont exclues du métier, c'est-à-dire lorsqu'elles veulent travailler, on a quelques femmes qui deviennent monitrices à partir de 1942. Il faut qu'elles partent, en tout cas sur Chamonix, c'est pas possible. Je pense à Olga Chapas, par exemple, qui a dû partir à l'Alpe d'Huez pour travailler au Club Méditerranée, où là, c'était plus facile de rentrer. Donc ces femmes, elles ne peuvent pas travailler dans ce métier-là. À partir de 1952, on va parler de discrimination sexuée. Alors, pas que. Il va y avoir des femmes qui vont pouvoir rentrer dans le métier, mais avec des statuts mineurs. Voilà, donc ça, je reviendrai un petit peu dans le descriptif. De 1971 à 1982, on assiste à une légitimation du travail des femmes. Elles sont progressivement incluses dans les tâches qui ressemblent à celles des hommes et qui sont similaires. Et là, on voit des femmes qui s'organisent. Et elles deviennent force de proposition pour les enfants en particulier. Certes, elles restent sur leur champ d'expertise, je suis bien d'accord avec vous, mais quand même, elles sont innovantes, c'est-à-dire que c'est elles qui vont créer les premiers jardins d'enfants et les écoles des neiges. Donc si on regarde avec un petit peu de recul, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, 70% de la clientèle, voire 80% de la clientèle des écoles de ski, ce sont des enfants. Donc elles ont été précurseuses par rapport à ce besoin qui allait arriver sur le marché, alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'adultes qui rentraient dans les écoles de ski, quoi. On n'avait pas les moniteurs n'étaient pas du tout face à la même clientèle. À partir de 1982, le diplôme est unique, il n'y a plus qu'un seul diplôme qui va former les moniteurs et les monitrices de ski, et donc là on va être sur une mixité. Alors je vais parler d'une discrimination masquée, verticale et horizontale, où finalement les femmes occupent des postes similaires, mais elles ne sont pas quand même très nombreuses dans les gouvernances des écoles de ski, au syndicat national des moniteurs de ski, elles sont très peu présentes.
Dans les cours compétition, elles n'auront pas forcément le même accès à ces cours les plus techniques. Et puis aux challenges des moniteurs, il y aura quand même quelques différences de traitement. Voilà, donc sur la globalité, on va dire, d'une périodisation, on peut à peu près évoquer ce type d'organisation, ce type de chronologie dans les rôles et les fonctions. Alors, si je reviens un petit peu dans les détails, voilà, historiquement parlant, au tout départ, c'était des initiatives privées, les écoles de ski. Il y avait quelques personnes dans les villages qui montaient leur école. Et petit à petit, les moniteurs s'organisent pour pouvoir effectivement construire une identité et un processus de mise en diplôme de cette profession. Les premiers diplômes sont délivrés en 1933. C'est un diplôme fédéral régional. Et là, sur 204 diplômes délivrés, il n'y a que 2 femmes, Pelletier-Maggie et Sonderegger Henriette, numéro 179 dans le listing, qui obtiendront ce diplôme. Et puis, à partir de 1942, on va parler, là je montre ici, bon, disons que c'est un peu flou au début parce qu'il y a le diplôme fédéral qui se superpose au diplôme national. Hein. Donc là, les données, elles ne sont pas faciles à saisir. Et vous voyez, en bleu, c'est les femmes diplômées, et donc en jaune, les hommes diplômés. Donc vous voyez, elles sont si peu nombreuses que c'est facile de les nommer les unes après les autres. De 42 à 51, effectivement, on a ces premières femmes. Donc, de diplômée nationale, c'est Georgette Thiollière en 41. Et puis après, on aura Olga Chapaz entre 42 et 51, Schmitt-Lucienne, Martel Jacqueline, Agnès Marisette. Puis après, on aura un petit peu plus de femmes, mais très peu quand même. Hein. Thiollière Gagneron Suzette, Beau Marie-Louise, Frasio Gauchon, Gisèle, Fèvre Aubin Odile, Cluzel Marie-Antoinette. Vous connaissez peut-être tous ces noms-là parce que c'était des filles de la montagne. Vernet Bonlieu Edith, Métral Paget, Fernandel. Et puis donc Brunel, Jacot, Levavasseux, Bouy, Marise. Voilà, c'est ces premières femmes qui vont arriver, monitrices nationales. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'elles sont toutes soit sportives de haut niveau, soit filles de moniteurs, soit filles de guides, etc. Donc, c'est bien des filles de la vallée et qui ont été aussi portées par un milieu très, très ancré dans ces pratiques sportives. Alors, j'ai quelques petits témoignages. Voilà, donc Olga Chapaz, Georgette Thiollière et puis Lucienne Schmitt. Il y a aussi un petit film, voilà, qui témoigne de leur côté compétitrice. Elles adoraient le ski. J'avais un père qui était moniteur. C'est lui qui m'a appris à skier. Et puis, à l'école de ski, les moniteurs m'ont entraînée. Il y avait un club de ski qui existait. Ils avaient entraîné les enfants qui marchaient bien. J'étais la seule avec les garçons. Alors, vous voyez, les filles n'aimaient pas le ski, moi j'aimais bien. Voilà, donc ça c'est Marie-Louise Beau, née Beau. Et puis Nicole Beau, c'est sa petite fille ou sa grande cousine, une famille de passionnés en montagne. Mon père était moniteur de ski à l'école de ski de Morzine. J'ai commencé à skier avec mon père, avec de la randonnée et après du ski club. Nous étions 3 filles. Donc voilà, quelques filles qui participent à cette activité, mais très peu nombreuses. Entrer dans le métier, pour Marie-Louise Beau, c'était vraiment que du bonheur. C'était sensationnel. J'étais la chouchoute de l'école de ski. Chaque fois que j'en enterre un, c'est menti. C'était vraiment sensationnel. Donc une histoire d'amour avec ce métier qu'elle a entretenu toute sa vie et dont elle parlait encore avec beaucoup de passion. Par contre, malgré tout, quand même on va dire quelques points sombres pour ces femmes monitrices de ski qui ont fait carrière. C'est quelques femmes. C'était pas facile de trouver un boulot l'été. Donc souvent ces femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? L'été, elles s'occupaient de leurs enfants. Et puis elles travaillaient pas. Et par contre, l'hiver, elles travaillaient sur les champs de neige. Donc ça va créer aussi un différentiel entre l'activité estivale des hommes et l'activité estivale des femmes, où finalement à la fin de la vie, à la fin de leur carrière, elles ont beaucoup moins cotisé et donc elles sont pénalisées lourdement sur des fins de vie, quoi. Alors, dans cette série de femmes extraordinaires, parce que là je dépeins vraiment ces femmes hors du commun, ces passionnées, ces sportives,
il y avait des femmes qui ne voulaient pas rentrer dans ces écoles de façon classique parce qu'elles étaient encore plus innovantes, quoi. C'était des femmes hors du commun. Et elles ont effectivement construit des aménagements du milieu pour accueillir les enfants. Alors là, je pense à Annie Famos, Isabelle Mire. Elles avaient été critiquées à l'époque, hein, puisque j'ai eu Isabelle Mire en entretien aussi, mais c'était pour elle une grande jalousie. Et Annie Famos, son frère travaillait, il était enseignant-chercheur à l'université d'Orsay, il était venu l'aider sur le terrain de neige pour effectivement décliner les premières sessions d'apprentissage, pour comprendre comment aménager les espaces, créer des bosses, et pour être vraiment sur non plus un modèle de forme, ni des virages typés, mais vraiment construction d'une motricité et d'une sensorimotricité autour de l'apprentissage du ski. Voilà. Donc c'est ce qu'ils avaient décliné dans ce premier village à Voria. Et puis après, donc Olga Chapaz en 1970 qui revient sur Chamonix et qui crée à ce moment-là, elle aussi, son centre d'enfance, je crois que c'était sur Argentière. Après, les tout premiers, c'est également l'Académie des Neiges de Val Thorens en 1980 avec Marielle Guetchel. Bon, alors, c'était le franc-parler de Marielle Guetchel, hein, comme d'habitude. Après, nous avons monté un village d'enfants car ils pleuraient, ils pissaient dans leur froc et ils ne faisaient rien. Voilà, donc ça, c'est son entretien, effectivement. Bon, toujours la légèreté. Un moniteur-homme, cela ne comprend rien aux enfants. Bon, ça, c'est aussi Marianne Goldstein qui part dans les stéréotypes de ces représentations. Avec l'Académie des Neiges, nous avons mis des enfants de 3 ans sur le ski avec des animateurs. Quelque part, c'était aussi accueillir des enfants plus jeunes, parce qu'au départ, les écoles de ski accueillaient des enfants à partir de 5 ans, voire 6 ans. Et puis aujourd'hui, on voit que dans les écoles de ski, des fois, il y a même des demandes pour des enfants dès qu'ils marchent, quoi. Les parents voudraient qu'ils apprennent à faire du ski. Création du village des enfants à Courchevel, puis création de l'ensemble des jardins d'enfants dans toutes les écoles de ski, les ESI, à partir de 1980. Donc voilà, vous les jeunes, là, vous avez l'impression que les jardins d'enfants ont toujours existé, vous avez appris dans les jardins d'enfants, mais voilà, c'était quand même innovant dans les années 80. Création de la garderie des Marmottons à Tignes, par exemple, en 1979, et puis là, on va dire la créatrice Nathalie, elle parle vraiment de cette passion qu'elle avait de créer des outils pour que les enfants puissent s'éveiller. Tous les années, elle avait des nouvelles idées et puis elle créait des éléments ludiques pour que les enfants puissent évoluer sur les champs de neige. Et puis aussi, j'ai eu le témoignage de Florence Desgrosailles qui a travaillé à l'ENSA une vingtaine d'années, il me semble, qui a du coup pensé le modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui Piu-Piu. Voilà, et je pense que là, elle a vraiment déployé une belle énergie à imaginer des personnages qui allaient pouvoir effectivement proposer un vocabulaire adapté à ces petits pour les accueillir sur les champs de neige. Donc ça vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi puisque vous le faites fonctionner dans vos écoles de ski. Voilà, avec les médailles aux différents stades, voilà, une pluralité de médailles avant les toutes premières médailles de la première étoile ou du flocon. Donc ça, c'est vraiment ces femmes qui étaient donc des monitrices nationales, qui avaient toute la légitimité pour pouvoir travailler dans les écoles de ski au même titre que les hommes, mais ça ne suffisait pas. C'est-à-dire qu'à partir de 1960, il y a eu effectivement un gros besoin de moniteurs et de monitrices de ski sur les champs de neige. L'activité du ski s'est déployée d'un coup, s'est accélérée. Il a fallu du coup faire appel à des gens. Et les personnes qui ont été sollicitées, c'était des femmes en local. Donc qui vont s'appeler, qui vont se faire appeler, je crois qu'elles n'ont pas choisi, les jardinières des neiges. Voilà. Donc il y a eu toute une série de femmes formées en une semaine pour pouvoir accueillir ces enfants sur les champs de neige. Que des femmes, 100% de femmes, entre 52 et 61. Et puis là, ici, de 62 à 71, on est sur les diplômes, les diplômes délivrés pour enseigner le ski. Donc il y a une pluralité de diplômes, moniteur national, et puis il y a les auxiliaires qui sont en cours de formation, et puis on a donc ces 300 jardinières qui vont être formées
façon accélérée, des éducateurs scolaires qui vont être formés pour encadrer les scolaires. Alors, je sais pas, s'ils travaillent pendant les vacances scolaires, je pense pas, mais bon, par extension, ils ont bien dû faire quelques petites heures à l'école de ski. Des assistants moniteurs, assistants monitrices enfants aussi. Tout ça, ça crée effectivement une population, c'est venu densifier l'accueil dans les écoles de ski. Alors, ces femmes monitrices jardinières d'enfants, elles avaient peu d'expérience, mais elles avaient l'expérience nécessaire pour accueillir ces enfants. Et on appelait ça effectivement les couveuses de champions, là, dans un article. Dans la revue du ski français 1959, elle devait prendre soin des enfants, s'en occuper par des jeux organisés, pouvant aller jusqu'à l'initiation du ski. Donc en 1959, il y a la mise en place d'un certificat de capacité à l'exercice des fonctions de jardinière des neiges. Voilà, donc ça, c'est les femmes qui sont entrées, j'appelle ça par la petite porte, et qui vont rester durablement quand même en activité. Donc sur 22 moniteurs en 1958, il y avait Marcel, jardinière des neiges, et la mère Pachou. Il n'y avait aucune femme diplômée nationale. Donc ça, c'était à l'école de ski de Courchevel, par exemple. Alors bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes, à l'époque, ils n'avaient pas spécialement envie d'encadrer les petits en ski. Et donc, ils étaient très contents de voir arriver des femmes pour pouvoir gérer ces petits bouts de chou. Alors, une femme avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est Christiane Ravotte, qui était au départ jardinière des neiges, et puis après, qui est devenue diplômée d'État monitrice enfant. Et c'est une des seules femmes qui a été qui a représenté les femmes au syndicat national des moniteurs dans les années 80 et qui a mené un combat pour faire reconnaître son diplôme à part entière. Donc voilà, c'est pas de vague, mais un goût amer au fond de la gorge qui allait perdurer pendant 40 ans de bonheur auprès des enfants au sein de la grande famille école de ski, c'est-à-dire qu'elle aimait effectivement ce collectif, mais en même temps, elle a été assez maltraitée par le collectif. Pourquoi ici on va parler de discrimination ? Parce que vous connaissez peut-être pas, pour la plupart d'entre vous, le système de distribution du travail en école de ski. Bon, je pense que les jeunes si parce qu'ils sont stagiaires, mais les autres personnes, il y a deux façons de distribuer le travail et il y a deux façons il y a des taux horaires qui sont appliqués et des retenues appliquées. Dans le cas donc il y a deux axes comme ça. Les taux horaires et les retenues appliquées, et puis on va avoir la répartition du travail. C'est-à-dire que quand on dans une école de ski, on n'est pas payé la même somme à chaque heure de cours réalisé, en fonction de son statut. Donc il va y avoir effectivement, en fonction de l'ancienneté, en fonction de la nature du diplôme, les stagiaires, on appelle ça des stagiaires qui sont en cours de formation, ils sont retenus à 50%. Si je suis à côté de la plaque, vous me dites, en général, c'est pas loin de ça. Ça dépend des écoles. Un peu moins. Bon, on va dire qu'autour de ça. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent le diplôme. Et puis, au fur et à mesure qu'ils progressent, il y a plus ou moins de retenue. Et puis, en fonction aussi des compétences, des langues et de la polyvalence. Et puis après, il y a aussi un autre axe, c'est qui a le droit au travail. C'est-à-dire que plus tu es ancien dans l'école de ski, plus tu vas avoir accès au travail en priorité. Voilà. Ça s'appelle la seniorité, bon c'est comme ça, c'est une organisation qui fonctionne comme ça. Voilà. Et puis par contre, lorsqu'on change d'école de ski, on perd l'ancienneté dans son école de ski. Donc on repart en bas du tableau et on recommence jusqu'à être permanent dans la structure. Donc elles, les femmes monitrices enfants, elles avaient, dans certaines écoles, elles étaient ni prioritaires sur le tableau pour avoir accès aux cours, et puis elles avaient une retenue plus conséquente que les moniteurs diplômés nationaux normaux. Voilà. Toute leur vie, elles ont cumulé finalement ce désavantage. Et en fin de carrière, pour certaines des femmes, ça va représenter 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, l'achat de la moitié d'une maison en Haute-Savoie. Voilà. Donc on va dire qu'on peut parler de discrimination sur une mission et une tâche qui était aujourd'hui qui est aujourd'hui remplie par des hommes qui sont titulaires d'un diplôme de moniteur de brevet d'état de ski. Elles avaient un brevet d'état de ski enfant. Voilà. Donc deux cas de figure. Soit les femmes sont en rupture avec les injonctions normatives de genre et elles accèdent aux mêmes fonctions et elles gagnent l'égalité professionnelle avec les hommes dans les écoles de ski, puisque c'est le même taux horaire.
mais une précarité qui est ailleurs, par exemple sur le métier d'été, pendant l'été. Et puis, sinon, il n'y a pas de rupture avec les systèmes de genre, c'est-à-dire qu'on a ces femmes, alors maintenant historiquement c'est fini, hein, les dernières monitrices enfants, elles finissent leur carrière là, voilà, on aura, et puis les jardinières, elles ont disparu un petit peu avant. Elles ont été assistantes, moniteurs, ou elles ont rempli ces missions, mais elles n'ont jamais été reconnues, elles n'ont jamais été, elles ont été, on peut dire, discriminées pendant toute leur carrière. Alors bon, pour conclure sur cette première étude de cas, ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'il y a deux surprises. Il y a les femmes monitrices enfants et les moniteurs de ski, et il y a aussi les femmes entraîneurs, donc c'est la deuxième partie. Donc pour conclure, aujourd'hui l'école de ski, la clientèle enfant, ce que je disais tout à l'heure, représente 60 à 80% du chiffre d'affaires. C'est une clientèle qu'il faut prendre au sérieux. Et voilà, on voit que pendant quelques années, ces premières décennies, ces femmes qui étaient en charge de ces enfants n'étaient pas si bien traitées que ça. Et puis, ce qu'il faut, c'est reconnaître effectivement que l'innovation des femmes dans le secteur d'enfance a permis l'adéquation des produits de l'école de ski aux besoins de la clientèle. Maintenant, tout le monde participe à toutes ces tâches. Voilà, femmes et hommes vont au jardin d'enfants de façon récurrente et régulière. La deuxième présentation, c'est sur ces filles qui ne deviennent pas entraîneurs de ski. Donc il y a très peu de femmes entraîneurs dans les données chiffrées. Donc là, mes données datent de 10 ans, mais ça peut évoluer. Sur 112 cadres techniques à la Fédération française, il y a 10 ans, il n'y avait qu'une seule femme. Sur 55 cadres jeunesse et sport mis à disposition de la FFS, il y avait une seule femme. Et sur 50 entraîneurs en ski de fond, il y avait 5 femmes. Voilà, donc les données ont un peu évolué, mais pas tant que ça. Donc c'est un constat. Pourquoi effectivement il y a aussi peu de femmes entraîneurs? Donc c'était difficile d'aller questionner ces femmes entraîneurs puisqu'il n'y en avait pas. Donc je me suis intéressée aux jeunes skieuses qui visaient effectivement état d'un bon niveau de ski et qui s'engageaient dans la formation de moniteurs et monitrices, qui auraient été susceptibles effectivement de pouvoir avoir accès à ce métier. Donc pour travailler sur des enquêtes, sur mon enquête. Alors les représentations, qu'est-ce qui fait que finalement ces femmes sont peu présentes dans ce milieu? Les femmes ne sont pas assez costauds pour porter les piquets, ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps et qu'on continue à entendre. Les conditions atmosphériques sont pénibles et rustiques et rebutent les femmes. L'engagement physique décourage les filles. Donc ça c'est effectivement ce qui a l'habitude de véhiculer le milieu sur ces questions, quand on pose ces questions-là. Alors, des questions, toujours des questions, on commence toujours par des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui font du ski alpin en club, sur des petites catégories? Et pourquoi, d'un coup, en cadet, passage à l'âge au lycée, hop, ces filles, elles quittent la pratique sportive compétitive. Voilà, donc là, il y a vraiment une chute des effectifs. Mais pas qu'en ski, dans le sport en général. Comment les femmes s'aident à appeler les terrains de jeu de glisse aux hommes? Est-ce que c'est généralisable dans toutes les pratiques de sport de glisse? Et qu'est-ce qui fait barrage à la professionnalisation des femmes? Comment se construit ce plafond de verre finalement? Pourquoi elles ne deviennent pas entraîneurs? Donc là, effectivement, il y a des jeunes qui sont dans la salle qui pourraient aussi répondre à ces questions-là. Des questions plus spécifiques qui m'ont intéressée, c'est quelles expériences singulières le groupe FI vit lors de sa vie de skieuse. Comment vivent-elles les injonctions normatives de sexe, c'est-à-dire qu'est-ce que doit faire une jeune fille à 15 ans, à 16 ans, est-ce qu'elle peut continuer à faire de la compétition? Comment s'en libère-t-elle? Dans quelle mesure utilisent-elles ces normes pour faire aboutir leur projet ou se protéger? Comment s'arrange-t-elle pour faire fonctionner l'antagonisme de genre, concilier la masculinité de la pratique sportive et la nécessaire acquisition de leur féminité? Voilà, donc c'est des questions qui m'ont porté tout au cours de cette étude-là. Et donc les hypothèses que j'ai posées, ce serait de dire que les filles à l'adolescence quitteraient les pratiques sportives qui sont plus en phase avec leur construction identitaire sexuée. Voilà. Et puis que l'organisation fédérale dans les pratiques alpines et les politiques de club renforcerait cette auto-exclusion des filles. Bon. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Je ne pense pas, mais voilà, il y aurait certainement des choses à penser pour améliorer les contextes de pratique.
Alors, qu'est-ce que j'ai pu tirer de mon corpus? Pareil, hein, je travaille avec de la matière, hein, je travaille pour pouvoir ne pas être dans un discours de comptoir. J'ai des données chiffrées et puis j'ai également des discours d'athlètes, d'entraîneurs et de cadres des institutions des sports de glisse. Au total, 20 entretiens semi-directifs. Alors, sur les chiffres. Alors, les données chiffrées, c'est assez compliqué parce que si vous allez sur les données chiffrées accessibles du ministère des Sports, quand on parle du ski, il y a tous les carénages dedans. Donc, à chaque fois, pour pouvoir faire les comptages, c'est très compliqué pour avoir vraiment une bonne perception de qui pratique le ski. Alors, je ne sais plus quoi. Il y a 200 000 skieurs en Savoie, donc c'est pas possible que ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment aller aux sources. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat? Une fois qu'on a bien fait tout le tri de tout ça, donc ça prend déjà un certain temps, c'est que dans le tourisme des sports d'hiver classiques, il y a autant d'hommes que de femmes. Après, dans les licenciés loisirs de la FFS, il y a 42% de femmes. Licenciés compétition, 33% de femmes. Licence dirigeante, 26% de femmes. Et puis, en école de ski, licenciée monitrice, 23% de femmes. Et puis, entraîneur, à haut niveau, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. À haut niveau, très haut niveau, il n'y a pas d'entraîneur femme. Et après, donc, ce que j'ai mis là, c'est que je me suis quand même renseignée avant de venir. Sur les U12, maintenant, Savoie, il y aurait moitié de femmes et d'hommes entraîneurs. Voilà, c'est la dernière enquête que j'ai faite la semaine dernière, pour revenir avec des données fraîches. Et par contre, quand on rentre sur U16, il n'y a plus que des hommes. Voilà, donc on a une densification d'entraîneurs femmes sur les petites catégories, mais pas plus de femmes sur les catégories les plus âgées. Par contre, les licenciés par âge, on fait le constat que chez les microbes, il y a 42% de filles, et là je pense qu'on est un peu au-dessus, on est pratiquement à parité aujourd'hui. Par contre, chez les seniors, il y a 18% de femmes, donc on voit effectivement qu'il y a une disparition des femmes dans le mûrissement avec l'avancée en âge. En fonction des disciplines, c'est intéressant de regarder un petit peu qu'est-ce qui rebute les femmes ou qu'est-ce qui amène les femmes aux pratiques. Alors bon, je pense qu'en saut de ski, il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui, mais faiblement licenciées en femmes. Et puis, on voit que c'est en ski alpin ou en biathlon qu'il y a le plus de femmes. Alors certainement, ça va encore monter, je pense, avec la réussite des filles sur la scène internationale, ça a toujours un impact. Voilà, donc des femmes qui petit à petit disparaissent, et puis en fonction des activités, on a aussi... le constat que j'avais fait, c'est que c'est plus une activité encadrée, plus il y aura de femmes, plus une activité se fait de façon autonome, moins il y aura de filles, ça chez les petites catégories. Je pense par exemple au surf, au ski freestyle par exemple, où il y a une pratique peut-être. Alors ski de fond spécial, là j'ai un peu de mal à trouver une explication pour avoir un si faible taux de licenciés femmes. Alors l'analyse de contenu de mes entretiens, qu'est-ce que j'ai peut-être pu faire émerger? C'est que s'il n'y a pas de femmes qui sont dans le milieu entraîneur, c'est qu'il y a différents aspects qui sont récurrents dans les entretiens que j'ai pu réaliser. Alors, il y aurait tout d'abord un ordre sexué, c'est-à-dire que c'est comme ça. Voilà, c'est un milieu d'hommes, donc les femmes n'ont pas spécialement besoin d'être là. Du point de vue des femmes, c'est l'intégration des rôles, c'est-à-dire que à force, on y croit. Et c'est vrai qu'on s'approprie aussi les rôles pour lesquels on est désigné. Un troisième critère émergent, c'est qu'il y a ce qu'on va appeler une violence symbolique, une espèce de folklore viril dans les pratiques de club, voilà, qui vont peu à peu rebuter les filles. Et puis, il y a aussi la question de l'image du corps, qui vient effectivement impacter les choix des filles par rapport à ce métier-là. Alors, je vous donne un exemple des entretiens que j'ai pu réaliser, et puis de ce que j'ai pu recueillir dans les propos. La femme, il y a la préparation des skis, il y a l'avant, l'après-ski, et cela est extrêmement exigeant. À part une femme qui a envie de vivre une vie de garçon, entre parenthèses, je ne veux pas faire le macho, c'est la société qui veut ça, elle ne peut pas faire ce métier. Voilà.
Donc maintenant, tout le monde est d'accord pour expliquer le peu de femmes dans le milieu. On dit que c'est un métier très exigeant. Au plus haut niveau, les entraîneurs sont 6 mois loin de chez eux. Certains disent que les femmes ne sont pas prêtes à de tels sacrifices. Voilà. Donc ça, c'est l'ordre sexué qui dit que la femme, elle doit se cantonner, ou bien elle est quand même plus heureuse dans ses rôles de vie à la maison. D'un côté, c'est ce que voilà, c'est ce qui véhicule le système de genre, et puis de l'autre côté, il y a les filles, à force, elles intègrent ces normes. Vu les mecs de mon groupe, je pense qu'ils auraient du mal, ils ne seraient pas d'accord juste parce que c'est une femme. C'est-à-dire que leur propre compétence est remise en question d'entrée avant même qu'elles commencent leur métier. Donc elles sont déjà questionnées, donc elles ne vont pas non plus prendre effectivement des échecs professionnels d'entrée. Être femme, facteur limitant, moins de confiance en une femme qu'en un homme, sentiment que c'est un métier réservé aux hommes. Je sais qu'être entraîneur d'une équipe nationale, c'est impossible. C'est des habitudes, c'est le manque de crédibilité, le manque de confiance. Et pourtant, là, j'étais une skieuses de fond de haut niveau, quoi. Donc elle avait elle-même intégré que de toute façon, sa fonction, elle ne pourrait pas l'assumer, ou elle aurait déjà à être confrontée à ce regard, quoi. Voilà, là c'était vraiment la partie, j'ai intégré que finalement ce métier n'était pas pour moi. Et puis le troisième constat, c'était sur sa question de ces violences symboliques et de ce folklore viril, excusez-moi. Alors bon, il y a des choses, je ne suis pas forcément frontièrement convaincue que ça existe encore, mais voilà, il faudrait des témoignages à renouveler. Au niveau du FART, il y a 2 courses, ils vont privilégier les garçons. Ils vont emmener plus de garçons que de filles. À la direction de la Fédé, ils n'en ont pas grand-chose à faire des filles. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça a évolué, qu'il y a des normes qui font qu'il y aura une volonté de servir les filles comme les garçons. Ils étaient durs, ils nous rabaissent par des mots. Tu as bu le café en route, coach macho qui valorise les garçons, c'est une question de performance, c'est les bons qui sont valorisés. Bon, j'espère que depuis 10 ans, les choses ont évolué. Et puis il y a un 4e critère qui fait dire finalement que des images qui confirment, des corps qui expriment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que l'image du corps sportif, la norme visuelle, elle met en avant plus facilement la corporité des garçons. C'est-à-dire que l'activité sportive porte la masculinité, assure la transmission des normes masculines dans une société. Le garçon s'arme des appareils nécessaires à sa vie d'homme, musculation, reconnaissance de sa puissance, reconnaissance de ses pairs. Donc, ça c'est quelque chose qui est... Bon, par exemple, je donne les étudiants qui arrivent de l'hiver de ski au sport-études à l'IUT d'Annecy. Les filles attendent que les garçons du sport-études arrivent parce que cette espèce de côté de mâle viril, beau skieur, ça attire les autres filles de l'IUT. Les filles n'attendent... voilà. Donc les garçons de l'IUT n'attendent pas que les sportifs de haut niveau arrivent de leur saison de ski, quoi. On a une asymétrie, effectivement, de rapport au corps, quoi, dans le cas de la formation du haut niveau. Alors, les filles sont acceptées si elles sont jolies. Le gabarit, je savais à quoi j'allais ressembler. Quand j'ai commencé à prendre de la masse musculaire, à ne plus rentrer dans mes pantalons, je me suis questionnée. C'est futile, mais quand même, prendre des cuisses, 4 cm de cuisse en 2 mois, et ne plus rentrer dans ses pantalons, c'est pas évident. J'ai quand même du gabarit, donc voilà, ça a questionné effectivement la prise de poids musculaire par rapport à l'idéal de ce qu'on attend d'un corps de femme. Voilà, donc la difficulté, effectivement, de l'exploit sportif des femmes, une double contrainte, être sportive, performante et féminine. Ce qui ne pèse pas sur les épaules des garçons. Bon, là, j'avais retrouvé cette image, effectivement, où on était à la fois sportive, mais à la fois féminine. Alors, je voulais conclure par ce petit message positif. Hein. Dire que, bon, d'accord, ces études sur la profession des moniteurs de ski et d'entraîneurs nous montrent que le milieu de ski n'a pas échappé à la division sexuelle du travail, qui organise des missions différentes et des hiérarchies entre les sexes. Bon, on n'a pas échappé à ça, même si la profession s'est déployée, on va dire, tardivement, quoi. Bon. Mais ça, je veux dire, dans tous les métiers. Moi, je travaille à l'université, on fait le calcul des salaires de tous les hommes et des salaires de toutes les femmes gagnent 1200 € de moins par mois que les hommes. Ouais, donc, je veux dire, le milieu du ski, voilà, dans tous les champs disciplinaires, on est impacté par ça.
Par contre, on peut parler des préconisations pour demain, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Alors, moi j'ai des beaux exemples, parce que le travail que j'ai commencé à faire, je l'ai fait avec Cyril Burdet, donc il y a 15 ans, et il était déjà passionné, donc intéressé par pourquoi ces filles quittent le milieu du ski de façon précoce, etc. C'était vraiment quelque chose qui l'animait, et aujourd'hui on voit le résultat des filles en biathlon au plus haut niveau. Voilà, je pense que sa réflexion sur le genre, elle a porté quelque part ses fruits, quoi. Et il a continué à s'acheminer vers finalement des types d'entraînement qui allaient pouvoir fonctionner pour les filles. Bon, ça peut être ça, mais autre chose. En tout cas, moi, je le traduis comme ça. Il y a aussi les articles de Pascal Sylvestre là, sur ski chrono qui parlent de ski agile pour les filles et puis qui donnent des préconisations. Et lui, effectivement, il est cadre au niveau du comité de Savoie, il a un aura et effectivement, c'est des choses qui s'essaiment petit à petit pour effectivement envisager des types de compétitions variées pour pouvoir générer de la mixité, de l'accueil des filles, pour que effectivement tous ces engagements, toutes ces façons de voir les choses puissent évoluer au regard de la place des filles et des garçons. 50% de femmes entraîneurs chez les U10, U12, c'est une belle avancée aussi. Et puis, voilà, donc là c'était les exemples de Coach Corner, ce qui est juste mesdames, voilà, et puis il parle ici donc d'un projet agile. Voilà, donc là on dépasse les catégories de sexe, on arrête de psychologiser les filles, voilà, on arrête de penser un déterminisme essentialiste pour faire travailler les uns et les autres. On passe sur des choses qui vont être profitables à tous et à toutes. Et puis dans cette même veine, moi je proposais une petite modélisation de ce que je propose en course d'orientation. Donc en course d'orientation, à chaque fois que j'organise une séance de course d'orientation avec mes étudiants, j'essaie de réfléchir, est-ce que je nourris plus spécifiquement les stéréotypes dits masculins, c'est-à-dire les gens qui sont caractérisés par une propension à être dans une féminité ou une masculinité. Donc il y a des filles qui peuvent être très masculines ou des garçons très féminins, mais j'essaye d'interroger cette catégorisation-là et de donner à manger à chacune de mes situations ou à chacune de mes séances, à l'un et à l'autre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je fais un exercice très compétitif, ici, ou c'est les garçons qui vont être, on va dire, plus preneurs, parce qu'on sait que les garçons, ils ont des mobiles d'action plus compétitifs, et bien, la séance d'après, je vais essayer de faire un travail en regroupement, en collaboration. Et ainsi de suite. Comme ça, chaque fois une de mes séances, je vais alterner les typologies pour leur permettre à tous et à toutes d'évoluer à des rythmes différents, certes, mais en étant à l'écoute des différentes propensions pour favoriser effectivement une émancipation par rapport à ce qu'on nous demande d'être en tant que femme ou homme, mais en laissant à chacun la possibilité de progresser. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et puis voilà, j'espère que vous aurez des questions par rapport à la présentation. Moi, j'avais une question. Souvent, justement, par rapport à ce rôle de femme, de la maternité, etc., on peut entendre est-ce que, du coup, on veut pas prendre ces postes ou est-ce qu'on nous laisse pas la place? C'est quoi le curseur, selon toi, qui a étudié quand même tout ça? Alors, ça s'appelle de l'auto-exclusion finalement, c'est qu'il y a un phénomène où les femmes vont s'exclure d'elles-mêmes, quoi. Donc, elles ne veulent pas prendre le poste parce qu'elles ne se sentent pas considérées dans l'espace professionnel qui est censé les accueillir, quoi. Donc, c'est les deux, quoi. On va dire, on a une double responsabilité finalement de qu'est-ce qui a été construit en amont. C'est pour ça que je me suis intéressée aux anciennes sportives et aux sportives pour savoir comment elles avaient déjà intégré ces normes et comment elles se projetaient dans ce métier ou pas. Et on voit qu'il y a un problème de projection, quoi. Donc là aujourd'hui, Pascal Sylvestre, il me disait qu'il n'avait pas pu recruter des femmes alors qu'il voulait vraiment recruter des femmes parce qu'il n'y en avait pas assez qui se présentaient sur ces postes-là, quoi, d'entraîneurs. Donc on a les deux systèmes qui ne peuvent pas se rencontrer à un moment, quoi. Quand vous avez une profession qui en fait est quasiment exclusivement masculine, si on caricature un peu, en tant que femme, évidemment, vous n'avez pas envie d'y aller. C'est comme si je vous dis demain matin, un homme veut devenir sage-femme. Il va quand même réfléchir 2 secondes. Donc vous avez une profession qui semble vous fermer ses portes. Et les hommes ont une capacité, moi j'ai découvert ça à l'ENSA il y a bien longtemps,
J'ai mis un moment à comprendre. Les hommes ont une grosse capacité, et c'est tant mieux pour eux, hein, c'est pas une critique, une grosse capacité de confiance en eux, en fait. Et finalement, ou d'auto-persuasion qu'ils savent faire. Et les femmes sont plutôt à l'inverse, à te dire, mais moi, lui, il sait. En fait, non, il laisse juste croire qu'il sait, mais il sait pas mieux que vous. Mais vous avez tendance à vous dire en permanence, bah, si lui, il sait, moi, je sais pas, en fait. Donc, je me mets moi-même de côté. C'est ce que vous appelez, je trouve, l'auto-exclusion. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Et puis, il y a aussi un autre phénomène social, c'est-à-dire qu'il y a l'ascenseur de l'escalator de verre, c'est-à-dire qu'un homme qui rentre dans une profession de femme, il va tout de suite avoir accès à des postes à responsabilité. Par exemple, sage-femme, un sage-femme, on ne dit pas un sage-homme, on dit un sage-femme, lui, tout de suite, il va être, on va dire, chef du service des sages-femmes. Voilà, ça, c'est des phénomènes sociaux qui sont observés. Alors qu'une femme, dans une profession d'homme, elle n'aura pas accès tout de suite aux postes les plus reconnus, quoi. Donc, même chez les professeurs des écoles, j'étais assez étonnée. Une fois, il y avait une grande conférence, l'amphi était plein, avec 90% de femmes qui seraient futurs professeurs des écoles. Et alors, ce qui était drôle, c'est que c'était que des hommes qui parlaient, donc qui étaient inspecteurs. Et là, j'ai dit d'accord. Donc là, voilà, et eux, ils sont sortis. Il y en avait 3, mais les 3, ils sont là-haut sur les postes les plus reconnus dans ces missions-là. Donc pareil, ascenseur, escalator de verre. Et là, on a des stagiaires, des formateurs. Est-ce que toi qui as étudié un peu ce cursus aussi à l'ENSA où on forme les moniteurs de ski, est-ce qu'au sein de la formation ou de l'école, il y a ces processus dont on ne serait même pas conscient qu'on met en place? Est-ce que tu en as identifié ou pas du tout? Alors, je vais revenir un petit peu sur mon diaporama parce que j'ai un peu préparé quelque chose là-dessus, mais bon, je suis vite passée. Alors, là, c'est la phase de la compréhension, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène au sein d'une structure, d'une structure comme l'ENSA, par exemple. Alors là, je renvoie aux enjeux de la profession, finalement. La profession, si elle veut pouvoir survivre, eh ben, il va falloir qu'elle assoie une performance, une performativité de ses acteurs. Voilà. Et pour pouvoir assurer une performativité de ses acteurs, eh ben, il va falloir qu'elle centre sa formation sur un savoir-faire technique de haut niveau, d'expertise de haut niveau. Voilà, donc on va dire c'est à double tranchant. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces contenus de l'ENSA? Bon, bah, c'est des épreuves chronométrées, slalomées, c'est des épreuves de démonstration. Les formateurs doivent être dans une expertise technique. Ça c'est des témoignages aussi, pareil. Hein. La performance n'est pas forcément liée à un chronomètre, mais à ce moment-là, ça va être la performance dans la gestuelle. Donc ça va renvoyer à un modèle, un pédagogie du modèle masculin idéalisé. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que dans tout le memento de l'ENSA, il y a très peu de femmes qu'on observe. Hein. Alors ça, donc 715 photos dans le memento. Voilà, celui-là. Il y a 2 grandes photos de femmes, une monitrice et une compétitrice. Voilà. Donc on voit effectivement que alors il y a quelques photos de femmes effectivement sur les 715, mais elles sont assignées à des démonstrations réalisées par des monitrices en classe 1 ou 2. Il y a 8 images et 52 femmes en apprentissage qui illustrent une technique essentiellement en classe 2 et débutant. Voilà, donc ça c'était le comptage que j'avais fait. Ça doit être dans le dernier, mais ceux d'avant c'est encore pire. Oui, ceux d'avant c'est encore pire. Et puis j'ai regardé aussi sur internet, hein, memento du ski alpin, disons memento, pareil, on a un peu moins de photos, donc c'était un peu plus dur. Et puis, donc il y avait effectivement Céline hein, qui disait en février 2015 qu'elle s'était déjà beaucoup bagarrée pour pouvoir obtenir des photos de femmes dans le memento. Voilà. Donc, du coup, on a effectivement quelque chose qui, dans l'institution, si on revient à cette notion de rapport de performativité, qui nécessairement renvoie à une culture assez virile, quoi. Voilà. Donc ça, je reviens un petit peu sur pédagogie du modèle masculin. Et ce qui est dommage, c'est que pourquoi est-ce que ces femmes, elles ne pourraient pas être des modèles aussi de technique et de finesse et d'agilité aussi. Donc là, on a aussi quelque chose à faire avancer certainement dans les représentations de ce qu'est une gestuelle
technique parfaite, quoi. Et puis j'ai eu un témoignage, par exemple pour la démonstration, les filles mettaient des tenues derrière, là, parce que dans le moniteur idéal, la fille, elle avait peut-être un peu les fesses en arrière, donc pour pas être sanctionnée, elle mettait des trucs là, pour avoir un dos rond. Voilà. Donc ça, j'ai appris ça. Moi, j'ai pas fait ça quand j'ai passé mon diplôme, mais a priori, ça se faisait, quoi. Ça s'est fait. Donc, eh bien, voilà, une corporéité de ce que doit être l'image idéale du moniteur, qui est bien celle d'un homme, et il passe celui d'un corps de femme, quoi, a priori. Peut-être une question, du coup. On a beaucoup parlé d'individualité, y compris pour essayer de prendre des exemples féminins. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de passer au format collectif, c'est-à-dire de dire, au lieu d'essayer de faire rentrer une femme par-ci, une femme par-là, de dire on part sur un collectif minoritaire, mais c'est un collectif. Moi, ce qui me fait penser à ça, c'est que vous avez parlé par exemple des résultats du biathlon, du nordique en féminin, mais il n'y a que des coachs masculins autour quand même. Donc est-ce que l'idée, c'est de dire on fait rentrer une personne, ou on essaie de faire rentrer un petit pool d'entraîneuses ou de personnes qui, là, vont se retrouver entre elles, parce qu'on l'a vu aussi, effectivement, une femme toute seule dans un hôtel où il n'y a que des athlètes hommes et que des entraîneurs, enfin en tout cas que des entraîneurs hommes, ça va être compliqué, et qu'il faudrait peut-être travailler sur les institutions pour leur dire vous devez créer un pool où là il y a une émulation féminine, il y a, voilà, c'est un peu la question, c'est sinon ça restera toujours des singularités, il y aura une personne par-ci, une personne par-là. Et juste, je le dis parce que vous disiez aussi que c'est compliqué dans d'autres sports. On échangeait samedi dernier avec Marie-France Potreau, qui est vice-présidente du CNOSF, et elle nous disait que leur vrai problème, il est que dans tous les sports, ils ont une difficulté à... Et moi, il est possible que l'idée de faire émerger des collectifs et de demander à une fédération ou à une institution de dire « Ok, mais vous créez un pool de femmes », soit au niveau des élus, soit au niveau des entraîneurs, parce que si on demande juste à chaque fois à des individualités de faire leur place là-dedans, moi, ça me semble compliqué, quoi. Ça peut être une première étape, effectivement. D'être sur des collectifs de monde. C'est une question qui avait été posée aussi au Festival des films féminins en Alpi. Est-ce qu'on fait des collectifs femmes et pourquoi on fait des collectifs femmes? Donc là, est-ce que cette question elle peut être reposée aussi en termes de formateurs? Est-ce qu'on crée des collectifs de formateurs? Ça pourrait être, à mon avis, hyper intéressant. C'est sûr que pour l'émulation, pour recueillir des filles et faire venir des filles dans le métier, certainement, je pense que ça serait parlant pour les filles, quoi. Mais après, bon, peut-être aux stagiaires de prendre la parole là-dessus aussi, sur peut-être. En tout cas, moi, ça me semble une très bonne idée, voilà. Est-ce que vous avez étudié des systèmes, enfin en tout cas des essais de féminisation à l'étranger? Parce qu'il y a 2 ans, quand on avait regardé le film Slalom, si je dis pas de bêtises, il y avait un jeune homme à la fin qui nous avait présenté une étude, je crois que c'était au Québec, il me semble, hein, c'était ça, où il y avait une forme de féminisation forcée, c'est-à-dire qu'il y avait une obligation de quota dans les bus des clubs, par exemple, un homme, une femme à chaque fois, etc. Alors c'était parti d'une autre problématique qui était liée aussi aux violences sur les enfants, etc. Moi, c'est pas forcément ma vision. J'aime pas l'idée de la féminisation forcée. Alors autant, mais évidemment, je défends la féminisation, mais forcée, je suis un peu dérangée par ça. Et là, c'était carrément un système de quotas. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que finalement, il y a un moment, ça dessert plus la cause que ça ne la sert? Je sais pas. Si vous avez des réponses à ça. Alors, moi, je suis pas spécialement pour les quotas ou une féminisation forcée. Par contre, est-ce que c'est un acte politique? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est un acte politique? Nous, par exemple, en STAPS, aujourd'hui, avant, il y avait 50-50. Il y avait une mixité. Maintenant, on est à moins de 30% de filles et à 70% de garçons. Parce qu'il n'y a plus de quotas, donc il n'y a plus de mixité forcée. Donc, après, est-ce qu'on rééquilibre de façon artificielle? Et est-ce que le rééquilibre artificiel va permettre une progression? À long terme, est-ce que ça apporte A priori, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. J'ai pas l'impression, parce qu'en EPS, on pourrait dire que pendant 20 ans, il y a eu autant de femmes, autant de profs d'EPS femmes que de profs d'EPS hommes. Et puis dès que la pression institutionnelle a lâché, on voit que on retombe à moins de 30% de filles qui rentrent en STAPS. Donc voilà, l'émergence d'une identité masculine plus forte en STAPS. Voilà, et ça. Voilà, elle s'est réinstallée, on va dire. Je pense qu'elle existait avant, elle était plus visible et puis elle revient. Donc les quotas du concours pour recruter dans la fonction publique, on n'a pas le droit de faire des quotas femmes et hommes puisque c'est un concours mixte. Donc
Voilà, aujourd'hui, on recrute 35% de femmes profs de PS et les autres sont des hommes. Donc, est-ce qu'on peut réguler A priori, c'est pas la vocation institutionnelle en ce moment, c'est pas la volonté. Est-ce que c'est une solution Je pense qu'il faut mieux travailler à la base. Pourquoi les filles lâchent le sport? Pourquoi, à un moment donné, alors que c'est nécessaire pour la santé et le bien-être? Est-ce qu'il faut transformer nos pratiques sportives, nos modalités de rencontre? Est-ce qu'il faut faire plus de mixité dans les rencontres sportives jusqu'à ce qu'on rentre dans une expertise? Est-ce qu'avant, ce n'est pas finalement des temps de développement? Et ces temps de développement, ils ont besoin de se faire dans la mixité et pas la séparation des performances. C'est peut-être ça, quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire finalement de notre activité physique? Est-ce qu'on veut faire des champions non mixtes? Est-ce qu'on veut créer de l'égalité sociale? Voilà, c'est peut-être ces questions-là qu'il faut poser au fond, quoi, pour trouver des solutions. Parce que sinon, la mixité, globalement, si on est sur la performance, on s'en fout, excusez-moi de dire ce terme, mais voilà, si on cherche à attirer un individu pour qu'il aille le plus vite possible sur une piste béton, telles que les pistes aujourd'hui elles sont conçues, est-ce qu'on a besoin, on ne questionne pas la mixité, c'est pas une valeur, quoi. Je pense que là, la question de la valeur, elle est centrale pour répondre à ça. Qu'est-ce qu'on a envie que notre société, elle soit demain, dans nos structures sportives, dans nos classes, dans la rencontre entre les jeunes, quoi. Il faut aussi comment vous positionnez par rapport à ça, quoi. Voilà, est-ce que la façon dont on vous désigne aujourd'hui, dont on va vous désigner demain, et ce que vous avez à produire en tant qu'homme ou femme, c'est ce qui vous intéresse ou pas? Mais ça, c'est vous qui allez faire aussi votre demain, ou notre après-demain, quoi. Mais voilà, c'est là où il faut réfléchir collectivement. Par exemple, à l'ENSA, est-ce qu'à un moment donné, on remet en place, on sollicite des formations pour justement comment, dans un petit collectif avec des enfants, on prend en charge la fille, le garçon. Alors moi, ce que je dis à mes étudiants en ski, je ne sais pas si vous êtes un garçon ou une fille, vous avez un masque, je connais votre prénom, voilà, vous avez votre tenue, c'est vrai que ça neutralise aussi beaucoup l'effet de genre, quoi, quand on est enseignant, quoi, quand on pratique cette activité. Les corps sont pas visibles, quoi. On a des formes. Donc il y a peut-être quelque part aussi dans le ski une neutralité du rapport de sexe, de rapport au genre, quoi, aussi lié à la pratique. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans les pratiques initiales de la bourgeoisie qui vient pratiquer, tout le monde pratique. Il n'y a pas de discrimination de genre ni de sexe à ce moment-là dans ces premières rencontres sur ces terrains de neige. Le sport d'hiver, c'est la mixité même, quoi, au départ. Par contre, voilà, on se recatégorise de par le biais de la performativité ou de la recherche de performance, entre autres, quoi, dans les clubs. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment notre société où on veut aller dans ce rapport de femme-homme et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. C'est ça qui va permettre de faire émerger les bonnes solutions.